Bienvenue pour un nouveau Journal Afrique sur TV5 Monde. Merci de votre fidélité à la une de l'actualité africaine de ce dimanche 10 mai. Un homme noir pour la première fois à la tête de l'Alliance démocratique en Afrique du Sud. Une vraie révolution pour celui qui est considéré comme le parti blanc. Moussa Maïmane, 34 ans, était jusqu'ici le chef du groupe parlementaire. Le Forum pour la réconciliation de Bangui en Centrafrique avec cet accord entre les Séléka et Anti-Balaka qui acceptent d'être désarmés. Nous serons en direct avec le ministre de la Jeunesse et des Sports, le commandant Armel Sayou. Et puis au Burundi, les femmes ont réussi là où les hommes n'y étaient pas arrivés. Elles ont porté la contestation contre un troisième mandat de Pierre Nkurunziza jusque dans le centre-ville de Bujumbura. Et à la fin de ce journal, comme chaque dimanche, notre séquence L'Afrique en marche. Aujourd'hui, gros plan sur YellowPix, la première banque d'images en ligne avec Moussa Fofana, l'un de ses fondateurs. Mais tout de suite, direction l'Afrique du Sud, où pour la première fois de son histoire, l'Alliance démocratique, aussi appelée le Parti blanc, s'est donc choisi un chef de file noir. Moussa Maïmane, né à Soweto il y a 34 ans, diplômé en théologie. Son accession à la tête de la principale formation d'opposition est le fruit d'une formidable ascension. Meivalo. Voici le nouveau visage de l'opposition sud-africaine. Celui d'un homme, jeune, dynamique, mais surtout noir. Ce dimanche 10 mai 2015 fera sans doute date dans l'histoire politique de l'Afrique du Sud post-apartheid. Car c'est la première fois qu'un noir prend la tête de l'Alliance démocratique, le premier parti d'opposition. Une révolution pour cette formation politique quasi exclusivement blanche. Tous ceux qui disent que nous sommes un parti de blancs trompent les gens de ce pays. Parce qu'en fait, la majorité de ceux qui votent pour l'Alliance démocratique sont issus de d'autres races d'Afrique du Sud. Si la majorité des électeurs blancs d'Afrique du Sud votent pour l'Alliance démocratique, les métis et les Indiens minoritaires comme les blancs se tournent aussi volontiers vers le Parti libéral. Et même si de plus en plus les classes moyennes noires se laissent séduire par les idées de l'opposition, cela ne suffit pas. Je souhaite que cela soit l'histoire qui raconte comme l'Alliance démocratique a fait face au pouvoir au niveau national et a gagné. Nous devons être capables de dire un jour dans le pays, il y a un président de l'Alliance démocratique en Afrique du Sud. Parfois surnommé le Barack Obama de Soweto, c'est dans l'immense township de Johannesburg que Moussa Maïmane a grandi dans une famille acquise à l'ANC qu'il combat aujourd'hui. Diplômé de théologie, le jeune homme de 34 ans n'a rien perdu de sa foi et prêche encore régulièrement dans une église évangélique et conservatrice de Johannesburg. Il succède à la très dynamique Hélène Zille qui dirigeait le parti depuis 2007. Aux dernières élections législatives en 2014, l'Alliance démocratique a récolté 22% des suffrages. Une percée historique encore loin d'inquiéter l'ANC au pouvoir depuis 20 ans et pour qui l'arrivée d'un homme noir à la tête du parti ne change rien à ses ambitions racistes. En Centrafrique, les 600 délégués du Forum de Bangui sont entrés dans le vif du sujet depuis 2 jours. Après les travaux en groupe thématique, les propositions sont désormais débattues en plénière. Ce dimanche, les anciens rebelles de la Séléka et les anti-Balaka ont signé un accord de désarmement, de démobilisation et de réinsertion. Avec nous depuis Bangui, le commandant Armel Sayou. Vous êtes l'actuel ministre de la Jeunesse et des Sports. Alors cet accord, il répond en fait surtout aux recommandations des délégués de l'Est du pays, région toujours sous contrôle des seigneurs de guerre. Selon vous, les Séléka et les anti-Balaka vont-ils accepter d'être désarmés, sachant qu'il y a aussi des hommes armés tchadiens et soudanais? Mais tout à fait. Cela s'est traduit à travers un acte patriotique aujourd'hui et qui est d'ailleurs très très salutaire et encore historique pour la République centrafricaine. Je crois que les différents belligérants ont pris conscience qu'il faut nécessairement passer à l'acte en acceptant de se mettre autour d'une table, en contractant cet engagement pour enfin aider la RCA à amorcer un chemin de sortie de crise véritable, car il s'avère que les populations centrafricaines ont été victimes et ont beaucoup subi de tort au cours de ces derniers événements fâcheux que nous avions connus.
Et donc la meilleure solution, c'est de pouvoir sortir de cette crise en acceptant de contacter un accord de cessez-le-feu et de suivre le processus DDR qui fait partie du processus politique en ce moment en cours. Monsieur le ministre, le Forum recommande le report des élections présidentielles et législatives. Elles devaient avoir lieu en juin et en juillet. Vous pensez qu'il faut suivre cette recommandation? Vous êtes-vous favorable à un report des élections? Dire tout de suite favorable à un report des élections, en tout cas je reste optimiste à partir du moment où tous nous sommes tenus de suivre le calendrier, la charte constitutionnelle de transition qui a été arrêtée dernièrement et le processus politique en cours en ce moment est soumis à cela. Ce qui est sûr, l'article 102 de cette charte constitutionnelle prévaut qu'en cas de nécessité, la durée de la transition peut être examinée par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC sur proposition conjointe et motivée du chef d'État de la transition, du Premier ministre et du président du Conseil national de transition. Monsieur le ministre, et donc, cette démarche à suivre. Monsieur le ministre, le Rassemblement patriotique pour le renouveau de la Centrafrique, qui regroupe les anciens membres de la Séléka, souhaite un gouvernement de transition et un changement de Premier ministre. Vous pensez, vous aussi, qu'il faut changer d'équipe gouvernementale dont vous faites partie? C'est pas une nécessité absolue. Ce qui est de l'heure en ce moment, c'est de savoir que la souffrance du peuple centrafricain soit atténuée. Il n'est pas question d'un individu ou du système exécuteur en place qu'il faudrait changer, mais c'est l'accord de principe qui est le préalable et qui devrait être la meilleure des solutions à orienter la République centrafricaine vers un chemin de sortie de crise. Et c'est ce qui s'est réalisé aujourd'hui à travers ces signatures d'accord qui a eu lieu entre les groupes armés, les différents groupes armés, pour notamment Séléka, Balaka et dans le mien même de groupe. C'est là le chemin qui est déjà balisé. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de veiller à l'application et également l'exécution de ces engagements. D'accord, merci beaucoup Arman Sayo. Je rappelle que vous êtes ministre de la Jeunesse et des Sports et que vous étiez en direct pour nous depuis Bangui. Les femmes du Burundi à la pointe du combat contre un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Des femmes qui ont même réussi à porter la contestation jusqu'au centre-ville de Bujumbura. Un pied de nez aux autorités qui avaient exigé hier un arrêt immédiat des manifestations. Mévalo. Pour ne pas se faire repérer par la police, c'est par petits groupes venus des quatre coins de la capitale que les femmes ont investi le centre-ville verrouillé. Frappant dans leurs mains, chantant la paix, l'unité et la démocratie, ces quelques 300 femmes revendiquent la même chose que les manifestants des quartiers périphériques, où la police les cantonne. Aujourd'hui, on a décidé de défiler contre le troisième mandat du président Pierre Nkurunziza et aussi de montrer que nous soutenons les manifestations de ces 15 derniers jours. Ce dimanche, pas de jeunes armés de pierre, ni barricades, ni milices pro-gouvernementales, mais des femmes de tous âges choquées par les violences des 2 dernières semaines. Nous sommes venus manifester, femmes, filles, mères, pour dénoncer la violation de l'accord de paix d'Arusha et de la Constitution, et également pour dénoncer les violences qui sont faites aux manifestants, alors qu'ils sont juste en train d'exprimer leur opinion et leur désaccord sur le troisième mandat du président Nkurunziza qui n'est pas légitime. Les forces de l'ordre, visiblement embarrassées, voire intimidées, peinent à empêcher le cortège de progresser vers la place de l'Indépendance. Certains policiers énervés brandissent des grenades lacrymogènes qu'ils n'osent pas lancer. La manifestation s'est terminée comme elle a commencé, dans le calme. Des images qui tranchent avec celles des violences de ces derniers jours. Depuis le début de la crise, le 26 avril, 18 personnes sont mortes. 24 heures après l'injonction des autorités exigeant l'arrêt immédiat de ce qu'elles appellent l'insurrection, et alors que les forces de l'ordre démantèlent les barricades érigées par les manifestants, les femmes ont porté la contestation au cœur de Bujumbura. Elles ont réussi là où les hommes ont échoué. En Tunisie, les organisations non gouvernementales, mais aussi le puissant syndicat de l'UGTT s'inquiètent du renforcement des lois sécuritaires dans un communiqué commun. Ils s'émeuvent du retour des forces de sécurité intérieure, ce qui sont leurs mots, qui rappellent le système Ben Ali. Pour faire face aux attaques djihadistes, les autorités renforcent leur législation en matière de sécurité. Et puis dans le cadre d'une nouvelle loi antiterroriste, eh bien, elles voudraient aussi faire passer un texte très controversé qui réprime les atteintes aux forces armées.
Amnesty International dénonce les conditions d'arrestation et de détention de plusieurs membres du FPI en Côte d'Ivoire. Lundi dernier, 3 cadres du parti de l'ex-président Laurent Gbagbo ont été interpellés pour troubles à l'ordre public et défiance à l'autorité. On écoute Alioune Tine, le directeur d'Amnesty International Afrique de l'Ouest. Il y a une trentaine de forces de police qui ont pénétré dans la maison de Hubert Oulaye. Ils ont extrait carrément la petite fille de son lit, l'ont battue, menottée. Elle était malade et couchée pour qu'elle puisse dénoncer son grand-père et dire où elle se trouvait. C'est quand même scandaleux. Et donc nous attendons vraiment des autorités ivoiriennes, des enquêtes claires sur ce que les gens ont fait, de façon impartiale, de façon indépendante, mais également des enquêtes sur les actes commis également par les forces de police en Côte d'Ivoire, pour qu'on n'ait pas l'impression d'avoir 2 poids, 2 mesures. Des propos recueillis à Dakar, au Sénégal, par notre correspondante Maude Roubaud. Comme chaque dimanche, notre séquence L'Afrique en marche. Yélène Sélifi, mémoire, lumière. Pix veut dire pixel. Yélène Pix, c'est donc la première banque d'images africaine. Moussa Fofana, vous êtes l'un des fondateurs de l'entreprise. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter, en fait, Yélène Pix, c'est en fait 30 000 images, des illustrations inédites à des prix assez bas, mais aussi des photos d'actualité. Exactement. Tout d'abord, merci de me donner l'opportunité de présenter Yélène Pix à cette entreprise ambitieuse dont l'objectif est de photographier l'Afrique et de donner une nouvelle image de cette Afrique qui émerge et qui sort des clichés occidentaux ou autres. Voilà. Vous pensez que pour changer finalement le regard qu'on a sur l'Afrique, il faut aussi changer les images qui sont diffusées de cette Afrique? Exactement. Aujourd'hui, l'Afrique, elle est ce qu'elle est, elle émerge, elle grandit, c'est plus l'Afrique d'avant, donc il faut exactement donner une nouvelle image. Et cela passe forcément par des images, par des photographies de cette Afrique qui émerge, qui grandit et qui apporte tout ce qu'elle peut apporter aujourd'hui dans son dynamisme culturel, économique, politique, etc. Et le déclic, vous l'avez eu en fait il y a quelques années quand une amie vous a demandé finalement de lui envoyer, d'acheter des images sur une plateforme occidentale, une amie qui vivait à Abidjan. Exactement. Et je me suis posé la question de savoir, mais comment se fait-il que quelqu'un depuis Abidjan ait besoin de passer par une plateforme occidentale pour des images correspondant à un besoin local? Et donc du coup l'idée est devenue un projet, le projet est devenu passion, et la passion s'est transformée en Yélène Pix, d'où l'idée de cette banque d'images africaine. Alors ce qui est étonnant, c'est que ce projet, il a l'air assez simple et en fait on comprend tout de suite son utilité. Exactement. Et pourtant vous avez eu beaucoup de mal à trouver des investisseurs et vous avez dû investir avec 2 autres fondateurs sur vos fonds propres. Exactement. Comment vous l'expliquez cette difficulté? J'ai du mal à l'expliquer. J'ai monté l'entreprise avec Alex Pobla, qui est d'origine béninoise, et Maguette Mao, sénégalais. Donc ces 2 amis, on a décidé de mettre nos économies dans ce projet parce qu'on y croit, parce qu'on croit en l'Afrique. On avait contacté des investisseurs, mais avec des fonds d'investissement qui ont pris du temps, on a décidé de se focaliser sur notre business, de se focaliser sur le développement de l'entreprise. Et puis quand on aura affaire à des investisseurs sérieux, on discutera comme il se doit. Voilà. Alors, vous avez fondé cette entreprise, cette start-up, comme on dit, enfin, toute jeune entreprise, en bon français dans le texte, il y a 3 ans. Et aujourd'hui, vous avez déjà donc 30 000 images, 50 photographes. 50 photographes et un peu plus, parce que 50... Et une centaine d'abonnés. Voilà, une centaine d'abonnés. Les photographes, aujourd'hui, le décompte exact est de 60 photographes, parce que depuis le lancement de notre nouvelle plateforme, avec la presse qu'on a faite, nous avons eu droit à 10 nouveaux photographes. Donc, c'est voilà, le réseau grandit, on fait appel aux photographes. Oui, la nouvelle application, c'est ce qui permet une application notamment sur les portables. Exactement, la nouvelle version, les designs, elle est adaptée aux portables, aux mobiles, aux tablettes, voilà. En fait, cette banque d'images, sa création a été rendue possible grâce au numérique. Exactement, pleinement. C'est du numérique, c'est apporter cette technologie à tout le monde. Le numérique, c'est vraiment l'un des leviers de la croissance africaine. Concrètement, oui. Sans hésiter, oui, parce qu'aujourd'hui, quand on voit le boom du mobile en Afrique, quand on voit le boom du paiement électronique et des consommations sur le web, le numérique est indéniablement un des forts piliers de croissance du continent africain. Et nous, jeunes Africains qui sommes nés, qui avons cette expérience, on compte très bien apporter notre pierre à ce développement du continent. Voilà. Alors, on peut accéder à ces images moyennant bien sûr un abonnement. Est-ce que vous avez fait des tarifs préférentiels selon qu'on vive en Afrique, aux États-Unis, en France ou ailleurs? Exactement. Aujourd'hui, l'offre tarifaire de Yélène Pix se base sur 3 aspects. D'une part, on a des achats à l'unité, c'est-à-dire le client, il voit une photo qu'il paye, il achète. On a aussi des abonnements.
et à la demande. Donc nous avons décidé pour un premier temps de faire un tarif qui s'adapte à tout le monde. Pour la suite, nous verrons s'il faut faire des tarifs spécifiques. Mais aujourd'hui, ces tarifs sont étudiés pour qu'une entreprise d'Abidjan ou une entreprise de Cotonou puisse pouvoir l'acheter aussi bien au même titre qu'une entreprise parisienne ou belge, etc., qui veut communiquer sur l'Afrique. Vous qui êtes un jeune entrepreneur, qu'est-ce qui est le plus difficile pour entreprendre, pour lancer une toute jeune entreprise en Afrique ? Aujourd'hui, c'est les moyens de paiement, les moyens de paiement. Aujourd'hui, il y a une barrière qui l'aide de moins en moins parce qu'aujourd'hui, on a le développement des paiements mobiles, on a le développement de pas mal de technologies. Donc, sur l'Afrique, il y a du financement. Pas mal d'entreprises, pas mal de jeunes entrepreneurs rencontrent un problème de financement. Nous avons investi nos deniers propres parce que nous avons eu la capacité, parce qu'on pouvait le faire. Mais il y a plein de jeunes entrepreneurs qui ont de superbes idées, qui veulent entreprendre, mais qui sont confrontés à cette barrière financière d'injecter des capitaux dans une entreprise. Donc c'est l'un des piliers importants du développement d'entreprise sur l'Afrique. Mais des idées, il y en a. Il y a des idées, il y a pas mal de choses. Dans l'accès au numérique, il y a peut-être aussi un problème de bande passante, avec notamment cette fibre optique qui a de plus en plus de mal, enfin qui avance très lentement finalement en Afrique. Très lentement. C'est un frein, ça c'est un frein, mais je dirais aussi... Les limitations d'accès à Internet. Clairement, c'est un frein, mais je dirais aussi que c'est un problème qui tend aussi à se résoudre dans la durée, parce qu'on voit récemment avec le Bénin qui s'est vu doté d'une fibre optique, etc., d'un câble sous-marin, donc voilà. En crescendo, je pense que ce problème sera résolu parce que tout le monde l'a vu avec ce boom du mobile en Afrique, etc. Les investissements sont de plus en plus croissants sur les technologies et pour moi, c'est un problème qui va être résolu dans les années à venir parce que tout le monde l'a compris, l'Afrique, c'est le prochain point de développement économique mondial. Merci beaucoup Moussa Fofana d'être venu sur le plateau de TV5 Monde pour nous parler donc de Yelenpix, la première banque d'image africaine. Merci. Avant de se quitter, une image avec 3 présidents africains aux côtés du chef de l'État français François Hollande en Guadeloupe pour inaugurer le Memorial Act, le plus grand centre du monde consacré à l'esclavage. Le président du Sénégal, Macky Sall, le chef de l'État du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta et le président béninois Thomas Boni Yayi étaient là pour représenter les pays de départ de la traite négrière. Voilà, c'est la fin de ce journal Afrique. Excellente suite de programmes sur TV5 Monde.